Et c'est pratique. Et elle m'a aidé à traduire les documents en allemand. Question. Mais la question de la traduction était un problème majeur. Parce que j'avais beau lire les rapports d'annonciature, parce que, j'ai oublié de vous dire aussi, l'essentiel de la documentation consistait en rapport d'annonciature que le nonce d'Allemagne, monsieur, Monseigneur Cesare Arsenigo envoyait au secrétaire d'État de l'époque, M. Pacini, qui allait devenir, comme chacun sait, Pie XII lui-même. Donc, l'essentiel des rapports, et quand je dis l'essentiel, c'est à peu près 80%, était constitué des va-et-vient de cette documentation-là. Mais, par ailleurs, il y avait des documents en allemand qui étaient mentionnés dans les communications et que je pouvais très bien retrouver et que quand je tombais dessus, je me tirais les cheveux parce que je savais que j'étais sur une gêne, mais que j'avais des difficultés à déchiffrer. C'est une expérience de frustration très, très intense. Mais bon. Disons qu'il y a eu beaucoup d'énergie passée au niveau de la traduction, et puis même, parce que c'est pas tout de savoir ce que le document contient. Après coup, il faut réorganiser le savoir dans une trame qui tient la route. C'est là la difficulté, dans le sens que moi, ce que j'ai fait, c'est que au fil de mes recherches, il y a différents personnages qui se sont présentés. Il y a le nonce, il y a l'évêque de Munich qui était un proche collaborateur de Pacini lui-même, et une couple d'autres que j'oublie, mais dont vous pourrez lire le détail dans mon livre. Mais c'est donc en présentant, en faisant une histoire, littéralement, comme un film, en présentant les personnages au départ, en montant le problème qui allait constituer le cœur de mon livre, puis en proposant une espèce de résolution qui n'en était pas une, et que ça fait une espèce de texte. Et donc, ça fait un texte. Oui, excusez-moi, j'ai manqué de me présenter avant. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui justifiait le choix de la période couverte jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale? Qu'est-ce qui justifiait jusqu'à 1938? Tout simplement, un problème d'accessibilité de la documentation. Okay. Parce que les archives de la Seconde Guerre ne sont pas encore accessibles au Vatican. Okay. Et la période qui était couverte par les archives des nonciatures de Berlin et Munich couvrait la période de la montée du nazisme, qui était de 1933 à 1938. Okay. Le plus loin que je vais dans ma tête, mais ça a été de peine et de misère, ça a été en 1948. Même, j'aurais pas dû y aller. Parce que, non, mais ça tient debout, parce que quand vous rentrez au Vatican, vous signez un papier comme de quoi vous allez fouiller pour en ce qui me concernait, de la période
de 1929 à 1939. Sauf qu'un jour de janvier de 2005, je m'en souviens encore, j'ai trouvé un document qui avait été glissé, probablement, je ne sais pas si c'est par erreur ou par inadvertance, un document de 1948 qui racontait le procès d'un évêque allemand par les autorités communistes pour un fait de collaboration avec le régime nazi. Et ce document-là, pour faire une histoire courte, était intéressant parce que l'évêque en question avait, en 1937-38, et il faudra aller voir dans mon livre, avait, à la suite de l'encyclique Mit brennender Sorge, qui est en allemand, ça veut dire avec une sourde inquiétude, et c'était à l'époque la dénonciation du pape de l'idéologie nazie, en fait. Et l'intérêt du document que j'avais trouvé, c'est que l'évêque en question avait été accusé de collaboration après la publication de Mitbrennender Sorge. Et donc, ça posait la question au-delà des dénonciations officielles, est-ce qu'il y avait eu une tentative de collaboration ou de jouer sur les deux tableaux? En même temps, on dénonce au niveau officiel, puis on essaie de conserver des contacts pour essayer de conserver ce qui pouvait l'être, et puis en même temps, ça amenait du moulin, de l'eau au moulin de l'ambivalence. Et donc, c'était un document qui était fondamentalement intéressant. Et je me rappelle, à l'époque, ce document-là, c'était en fin de journée, j'étais fatigué, encore une fois. Et donc, je m'étais mis une note en me disant, il faut que j'y revienne. Et le lendemain matin, je m'en souviens encore, on est monté vers notre travail. L'archiviste qui était au comptoir, puis il me soufflait à l'oreille, genre comme si j'avais fait quelque chose de honteux. Il me dit, le préfet des archives veut vous voir. On tremble. Honnêtement, j'avais le cœur qui battait parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai encore fait? Et je me souviens encore, le préfet nous invite dans son bureau. C'était comme passer devant le directeur. Et il me dit, en italien, bien entendu, Monsieur Nicole, vous avez dépassé les limites autorisées. Vous avez consulté un document de 1948 alors que vous aviez signé pour jusqu'en 1939. J'ai plaidé l'ignorance de bonne foi. En d'autres termes, j'ai fait le nono. C'est ce qu'il faut faire. Et je me suis dit, et je lui ai dit, excusez-moi, monsieur le directeur, ça ne se reproduira plus. Mais l'aspect intéressant, au-delà de l'aventure de la conjoncture, c'est que quand je suis revenu à mon poste de travail et que j'ai voulu reconsulter ce même document, le document était d'une part, était mis sous couverture blanche avec un non accessible dessus. Et j'ai pas pu savoir son compte. Ah, alors il n'était pas sur le CD. Non, pas du tout. Mais les contrôles étaient donc importants et ils prenaient la peine de consulter les papiers qu'on leur donnait.
Certes. À propos de cette question concernant les archives du Vatican, c'est quand même intéressant. C'est drôle, c'est une coïncidence. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont regardé la chaîne d'information de Radio-Canada hier soir, mais RDI, au grand reportage, il y avait un reportage sur l'histoire de la mafia. Et alors, ce que ce document met en scène, c'est la collusion. C'est un mot qu'on entend souvent, entre la mafia sicilienne, la démocratie chrétienne, le grand parti démocrate chrétien d'Italie, et la hiérarchie ecclésiastique. Et en particulier pendant la Deuxième Guerre mondiale, où on est allé chercher, les Américains sont allés chercher un patron, un parrain de la mafia sicilienne qui était en prison en Europe, enfin en Amérique, en 1940, trafic d'alcool sous la prohibition. Et ils sont allés le chercher pour organiser le débarquement en Sicile. Et les forces américaines ont mis en place, il y avait beaucoup les partis de gauche étaient importants en Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on a mis en place, le haut commandement américain a mis en place des maires de municipalités, sont allés les chercher dans les réseaux mafieux pour remplacer les socialistes ou les communistes. Et, bref, avec la bénédiction de la hiérarchie aussi. Mais il y a toute une période très, qui influence encore la politique italienne aujourd'hui. L'Italie n'est pas sortie de ça. Donc on comprend que les archives qui vont probablement prendre encore beaucoup de temps dans Un petit peu. peut-être en terminant, Jean-Thomas, juste, on en a parlé, j'aimerais revenir. À la suite, quel bilan, ça peut intéresser les gens qui sont ici. Tu l'as abordé un petit peu, mais depuis 2008, tu as une activité professionnelle au niveau de la sécurité publique à Ottawa. Qu'est-ce que tu tires de ton passage en sciences et religions dans ton emploi, dans ta vie professionnelle? C'est une question que je me suis souvent posée. C'est bon, mauvais titre. Comme tu disais tantôt, l'important c'est les questions, c'est pas les réponses, mais encore. Non, mais puis, ce que je vais dire est peut-être teinté de ma formation en sciences religieuses, dans le sens que je parle pas pour la théologie, dans le sens que pour moi, la compréhension du phénomène religieux en tant que phénomène historique est fondamentale, dans le sens que le phénomène religieux est à la base des phénomènes humains, de mon point de vue. Et si, ça va rester une généralité, mais si on ne comprend pas l'aspect religieux des hommes, on manque une donnée essentielle. Et je dirais que bien qu'il y ait des ouvertures à la compréhension du religieux dans les ministères fédéraux, le phénomène religieux est plus souvent perçu comme une menace ou comme quelque chose qui est porteur de division au lieu d'être un phénomène qui peut être porteur d'inclusion et de davantage de compréhension. Et
c'est un peu normal par le point de vue que certains de mes collègues défendent, à savoir qu'il faut surtout porter attention aux menaces à moyen et à long terme. Et c'est là tout la dilemme et la difficulté, c'est comment parler de religion de manière positive et inclusive, et en sachant fort bien que la religion peut aussi aider à la compréhension entre les hommes et à davantage d'unité en tant qu'espèce humaine et en tant qu'animal religieux sur lequel les représentations culturelles peuvent varier selon les cultures, mais l'essence du phénomène religieux reste le même, c'est-à-dire le besoin de transcendance, le besoin de comprendre pourquoi on est là et le besoin de sens, quoi. Et en ce sens-là, c'est de poser la question du sens, la question du pourquoi et la question de la transcendance. C'est trois questions fondamentales qui sont rarement posées et lorsque, du moins dans le domaine de la sécurité publique, et lorsqu'elles le sont, à mon point de vue, elles le sont de manière erronée. Et donc, ce que je retiens de mon parcours en sciences religieuses, c'est justement comment cette sensibilité à la transcendance, au sens et à l'importance du pourquoi et du devenir, comment ces questions-là ont coloré ma propre perception du monde et comment puis-je m'en servir pour sensibiliser ou influencer mes collègues dans un sens qui est à la fois respectueux et porteur d'ouverture, tout en ayant conscience de leur propre point de vue ou de leur propre arrière-pensée. Est-ce qu'il y a un débat? Est-ce qu'il y a besoin de prendre cette position-là? Est-ce qu'il y a besoin de la défendre? D'abord, c'est très touché parler de religieux en tant que tel. Le fait. Parce que les Canadiens anglais, je parle, on pourrait même parler des Québécois à ce point de vue-là. Ils parlent de religion comme si on vivait dans une société totalement sécularisée. Ce qui est vrai sous certains aspects, mais dans d'autres, le sacré est partout. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Et sortir de cette vision sécularisée où la religion a peu ou pas du tout d'importance et essayer de comprendre pourquoi, par exemple, quelqu'un peut se faire sauter au nom d'un idéal religieux. C'est très difficile de bâtir des bases communes à partir de points de vue totalement différents. Mais je ne dis pas que c'est impossible, mais la difficulté est là. Est-ce qu'il y a certains, dans le domaine des politiques de sécurité publique ou dans ce milieu de fonctionnaires que je ne connais pas du tout, est-ce qu'il y a une certaine propension à essayer d'éviter la dimension religieuse quand on analyse les phénomènes? Je pose la question parce que cette semaine, plutôt, j'assistais à une conférence organisée par Christelle Mangasila dans le cadre des ateliers de droit.
elle avait invité une spécialiste de la protection des droits des minorités culturelles et religieuses, Madame Rosa Christine Enhart de l'Université de Rotterdam, et qui a fait une conférence sur donc en gros, elle comparait les décisions de la Haute Cour européenne en matière de protection des minorités culturelles et de protection des minorités religieuses. Et elle constatait que la protection des minorités culturelles, ça allait assez bien. Et la protection des minorités religieuses, c'était quelque chose que il semble que la Haute Cour essaye d'éviter le plus possible, comme si c'était une patate chaude. C'est quelque chose qu'on ne veut pas toucher et qu'on essaie plutôt de balayer sous le tapis. Alors, c'est comme si on ne veut pas toucher la dimension religieuse, on essaye de faire semblant qu'elle n'existe pas. Est-ce qu'on sent ça aussi un petit peu dans ce milieu où tu te retrouves? C'est un peu le même problème qu'on retrouve au niveau canadien. Parce qu'en bon canadien, il faudra peut-être que j'explique d'où je viens. Je viens d'une famille de souverainistes pur et dur. Pourquoi j'ai été travailler à Ottawa, c'est-à-dire pourquoi j'ai choisi le grand adverse, si je peux dire. D'une part, parce que l'ambivalence des Québécois, effectivement, il y a une part de ça, mais il y a aussi, j'y allais pour deux raisons fondamentales. Je voulais prendre mon autonomie et je voulais quitter le cocon familial. Deux choses. Donc, et la raison que je donnais au départ, j'allais à Ottawa pour l'argent. J'avais besoin d'argent pour moi. Donc, mais, sauf que je me suis rendu compte que à travailler avec nos amis les Canadiens, c'est pour ça que même si je travaille avec eux, je me suis toujours, et je me perçois toujours comme un visiteur en stage, dans le sens que je regarde les choses avec une certaine distance de Québécois, vous direz. Mais, disons que, pour revenir à ce qui nous préoccupait vraiment, c'est que dans le domaine de la sécurité publique, on entend parler surtout en anglais d'ailleurs, du phénomène de la diversité. C'est très important que le Canada soit un pays qui accueille la diversité. Donc, en tant que tel, il faut après promouvoir la diversité des communautés qui le composent. Reste à savoir quelle est la part de responsabilité de la Charte de 1982 dans l'organisation de ces communautés-là. Mais ça, c'est une autre question qu'il faut absolument éviter. Avec la question nationale québécoise, bien entendu. Donc, plus sérieusement, la question de la diversité au niveau canadien est très importante. Mais cette diversité-là, justement, ils ont un problème avec l'aspect religieux. C'est-à-dire qu'ils veulent y toucher, mais ils ne touchent pas trop. C'est dangereux, ça peut faire mal, c'est piquant, ça risque de susciter des choses au niveau politique. Il faut donc éviter d'y toucher. Donc, là, comme vous disiez, la diversité qui est promue et culturelle surtout. Et au travers de la culture, la religion embarque, mais c'est une religion que je qualifierais de religion culturelle, c'est-à-dire une religion pas rabaissée, mais donc la religion devient une dimension de la culture. Alors que pour moi, ce serait le contraire. La religion est l'essence même de la culture. Comprenez-vous la différence?
Oui, Pierre. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous penseriez par exemple, les débats autour des accommodements religieux dans l'ouest du pays sont disons, moins émotifs, suscitent moins participation publique, puis où la question se pose peut-être un peu tout simplement, la question se pose simplement moins. Oui, je pense que la question se pose probablement moins. Et la question des accommodements raisonnables est perçue, en tout cas dans les cercles que je fréquente au niveau du Québec, comme mais qu'est-ce qui se passe avec les Québécois? Quelle mouche les a encore piqués sur eux? Ils veulent encore passer pour différents. C'est juste d'accord. Et je prendrai position ici, même si vous savez les couleurs qui peuvent manier. Mais juste au moment de l'élection du PQ, fort récemment, la première réaction qu'on veut, c'est, et j'ai entendu plusieurs de mes collègues qui habitaient à Gatineau, de l'autre côté de la rivière, ils ont dit ma maison vient de perdre 20% de sa valeur. Et la deuxième réaction que j'ai eue, c'est ça aurait pu être pire. Il y a comme une contradiction dans les termes, dans l'être du gouvernement fédéral lui-même, dans le sens qu'il promeut la diversité, mais pour les autres. Et quand ça touche les Québécois, c'est pas de la diversité, ça devient de la question nationale. Et la question nationale, ça devient une question essentielle pour nos amis et Canadiens, et on ne touche pas à l'essence du Canada. C'est toute la contradiction. Et je ne veux pas projeter de l'ambivalence sur le Canada lui-même, mais sauf que la constitution même du Canada est une constitution ambivalente. Dans le sens qui promeut la diversité tout en faisant référence aux soi-disant valeurs canadiennes. Qu'est-ce que c'est les valeurs canadiennes? C'est le respect de la démocratie, la liberté et comment concilier respect de la diversité avec les valeurs canadiennes? C'est un dilemme fondamental. Et c'est passionnant. Sur ces mots, je pense qu'on va s'arrêter parce qu'on a l'heure moins 20. Il y en a sûrement d'autres obligations. Alors, écoute, Jean-Thomas, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de te rencontrer. Et puis, tant pis pour ceux qui ne sont pas là. Et puis, merci infiniment de t'être déplacé et d'avoir passé ce moment-là. Et merci aussi à tous qui est venu. Et j'ai oublié de mentionner, comme quoi je ne suis pas matérialiste derrière la tête, mais si vous voulez acheter le livre, vous pouvez le commander sur le site web de la FNAC, www.fnac.com. Et vous avez juste à taper mon nom ou le titre, c'est-à-dire Jean-Thomas Nicole, la politique étrangère de Saint-Siège face à l'Allemagne nazie. Et pour un joli don de 22 € ou 28 $ canadiens, vous contribuerez à l'avancement d'un problème fondamental pour la compréhension de l'histoire du monde contemporain. Merci beaucoup. Merci, Jean-Thomas.